Bonjour à vous tous et vous toutes. Je suis absolument désolée par rapport à mon incident technique mardi dernier et je me retrouve là face à vous. Je vous remercie de venir m'écouter en différé. Et en même temps, j'ai envie de vous proposer une deuxième séance pour répondre à vos questions et puis pour recueillir vos témoignages, puisque c'était quand même une conférence qui visait à avoir il devait y avoir des échanges entre nous qui n'auront pas lieu là, puisque cette conférence, elle est enregistrée. Et je vais mettre quand même mon minuteur parce que je ne me rends pas trop compte de... J'ai pas de... Comment dire? Là, je vois pas défiler le temps. Je voudrais pas dépasser le temps qui m'est imparti. Alors, je voudrais vous dire que cette conférence, elle a été organisée grâce à de nombreux partenaires, dont l'Éducation nationale avec l'IEN Nice 5, les services santé et prévention de la ville de Nice, la CAF des Alpes-Maritimes, le réseau Parents 06, l'Escale CCAS Ville de Nice, la FCC, l'IESTS et les parents, et Galis, qui coordonne l'action, qui a coordonné l'action. Donc, je remercie tous ces partenaires de m'avoir invité et j'espère que ça va bien se passer en différé parce que c'est vraiment pas facile d'être seul face à sa caméra et de faire un enregistrement comme ça. C'est plus simple de faire des lives. Croyez-moi, les directs, c'est très vivant parce qu'on voit les personnes qui arrivent, qui témoignent, qui posent des questions et ça amène vraiment quelque chose de très intéressant, y compris si ce n'est pas fait en présentiel. Je suis de ces conférencières qui dialoguent avec son public. Alors voilà, donc c'est pour ça que je vous propose une deuxième séance de questions-réponses, témoignages, etc., comme je vous le disais au début. Donc je vais me présenter, je suis Catherine Dumonteil-Crémer. Je suis une pionnière de la parentalité positive. Ça fait 30 ans que je m'intéresse au sujet. Ma fille est née à 33 ans cette année. Je crois que c'est quelque chose qui m'a travaillé très vite. J'ai eu 3 enfants et 4 beaux-enfants. Donc, vous m'accorderez que c'est quand même quelque chose qui a été une préoccupation centrale dans ma vie, mes enfants et mes beaux-enfants. Et j'ai démarré comme travailleur social, en fait, directrice d'un centre social dans les quartiers nord de Marseille. Et je me souviens très bien avoir été agacée quand j'avais 24 ans, puisque ma fille est née quand j'avais 25 ans, par des collègues parlant sans cesse de leurs enfants, de leurs progrès, de leur absence, de la garde, etc., etc. Je dirais que je ne voyais vraiment pas l'intérêt de délayer ce genre de choses qui me paraissaient complètement inutiles. Et effectivement, j'ai été élevée par une femme qui était plutôt féministe et pour qui rester à la maison pour s'occuper de ses enfants, ça revenait à ne rien faire de sa vie. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans ma parentalité, en définitive. J'ai eu un premier enfant et j'ai essayé de sortir de ce rien et de faire sortir les parents de ce rien. Non, les parents ne font pas rien, les parents font beaucoup. Et c'est pour ça que je vous propose cette conférence qui s'appelle « Rendons visible le travail des parents ». Le travail des parents est considérable. Et au fil du temps, je me suis rendu compte de tout ce que j'avais appris, de toutes les compétences acquises que j'ai réutilisées ensuite dans mon travail. Mon travail est devenu finalement de faire du soutien à la parentalité à temps plein. Et voilà, donc je vous propose ce sujet. Alors, je vais vous montrer les livres, 2 ou 3 livres que j'ai écrits. Le premier livre que j'ai écrit, je l'ai écrit pour partager immédiatement, partager ce que j'avais appris dans mon rôle de parent. Et j'étais vraiment un parent inexpérimenté quand je l'ai écrit, enfin inexpérimenté. J'avais 3 enfants déjà. Il est sorti en 2003. J'ai commencé à l'écrire en 2000. Ma dernière fille avait 6 ans, je pense, quelque chose dans ce genre-là. Donc, c'est élever son enfant autrement. C'est un livre qui s'est énormément vendu, qui a beaucoup touché les parents. Je crois qu'il s'est vendu à 65 000 exemplaires. Il a été réédité 4 fois. Et en janvier 2020 est sortie la dernière édition réactualisée. Donc, il a beaucoup
augmenté de volume, les données ont énormément changé, la parentalité, la parentalité dite positive s'est énormément répandue. Celui-ci date de 2016, une nouvelle autorité sans punition ni fessée. Bon, je le cite parce que je crois qu'il est important quand même d'avoir des outils sur ces questions-là. Et le dernier, qui est sorti en septembre, s'appelle « La parentalité créative, guide dessiné de la naissance à 6 ans ». Celui-là est particulier parce c'est un livre illustré qui aborde, je crois, à peu près 70 sujets de la parentalité. Et le dessin amène quelque chose qui nous touche très directement et nous permet d'acquérir assez simplement quelques idées de base autour de la parentalité. Donc, la dernière fois que nous nous sommes vus, j'avais commencé à vous raconter comment je suis tombée amoureuse de mon premier bébé. Et ce que j'avais envie de vous dire, c'est qu'à partir du moment où on donne de l'attention à quelque chose, on le fait complètement exister. Alors, ce que je vous demande là, à cet instant, je ne sais pas si vous regardez à quel moment vous regardez cette vidéo, c'est de me suivre dans cet accompagnement. Les premières personnes, j'ai accompagné des milliers de parents, mais les premières personnes que j'ai accompagnées et qui m'ont beaucoup aidé à accompagner les parents, ce sont mes enfants. Donc là, le premier enfant, le premier bébé m'a fait basculer dans un univers dont j'ignorais totalement l'existence. Et je vous le disais, aussitôt que ce bébé qui est né à l'hôpital est né, j'étais vraiment émerveillée par lui. C'était une petite fille. Je me souviens de son regard et je me souviens d'avoir été totalement bouleversée par cette rencontre absolument inédite, qui ne ressemblait à absolument rien de ce que j'avais vécu jusque-là et qui m'a posé des questions dès le début. J'essayais au départ, je suis quand même une personne, quand j'arrive là, qui est très, comment dire, très, très scolaire d'une certaine façon. Je suis passée par l'université et je suis aussi passée par la fac de médecine, en tout cas pour quelques années. Et je me suis dit qu'il fallait que je suive les conseils de mes amis étudiants en médecine et pour choisir le lieu le lieu de la naissance de mon enfant et aussi pour les suites. Car j'étais vraiment complètement ignorante sur le sujet des bébés. J'en avais jamais connu, j'en avais jamais tenu dans mes bras. Et c'est un enfant que j'avais décidé de ne pas allaiter, cette première petite fille. Et je me souviens que le premier jour, quand elle est née, le premier soir, une puéricultrice ou une auxiliaire de puériculture est venue, a posé un biberon dans le berceau et elle m'a dit « c'est le biberon de la nuit ». Et alors, j'étais vraiment comme une poule qui aurait trouvé un couteau, quoi. À ce moment-là, je ne savais vraiment pas comment faire. Il y avait des chiffres sur la tétine, je ne savais vraiment pas, voilà, je ne savais pas quoi faire, mais je savais une chose, que j'avais découvert un amour qui dépassait tout. Et je sais que tous les parents ne ressentent pas, ne sont pas frappés par cette sensation qui est quand même très puissante et intense, qui fait que tout à coup, notre bébé devient notre priorité absolue et son bien-être aussi, bien entendu. On veut absolument le meilleur pour lui. Et moi, je suis entrée là-dedans avec des idées relativement, je dirais, traditionnelles. Donc, il y a des choses que j'ignorais et que j'ai apprises depuis. Ce que je vous disais, notamment par rapport à la naissance, ce que j'ai appris de très important, c'est l'antagonisme entre l'ocytocine et l'adrénaline. L'ocytocine, c'est une hormone qui aide à la mise au monde des enfants. Hein. C'est ce qui fait qu'on va avoir un accouchement aisé et relativement rapide. Et l'adrénaline, au contraire, est un facteur bloquant en plus quand elles sont antagonistes, c'est-à-dire que lorsqu'on sécrète de l'adrénaline, on ne va pas sécréter d'ocytocine. Et tout ce qui favorise les sécrétions d'ocytocine, c'est la chaleur, la pénombre, le fait de ne pas se sentir observé, de ne pas activer son cortex cérébral, voilà, de pouvoir s'immerger complètement dans le travail de la naissance. Et l'adrénaline, au contraire, c'est le froid, c'est
la crainte, c'est le fait de devoir, parler, donner son numéro de sécu, faire, enfin bref, activer complètement son cerveau supérieur, alors qu'on devrait complètement être dans, notre travail de mise au monde de l'enfant. Et ce que je vous disais la dernière fois, c'est que finalement, je crois que c'est absolument pas une question de lieu, c'est vraiment une question de conditions. J'ai appris ça pour d'autres sujets. La naissance, qu'elle ait lieu à l'hôpital, en maison de naissance ou à la maison, elle peut se dérouler dans les conditions physiologiques qui sont prévues qui sont prévues pour les mammifères, hein, que nous sommes, nous les humains. Donc, finalement, c'est à nous de nous informer. Et moi, ça, au début, je l'ignorais. J'avais vraiment cette espèce d'idée que je devais laisser l'affaire dans les mains des médecins qui me prendraient en charge. Le médecin, ça n'est pas quelqu'un qui nous prend en charge, c'est un partenaire qui est formé, qui a une expérience que nous n'avons pas, qui peut nous accompagner, mais il s'agit d'un accompagnement et pas d'une prise en charge. Et je pense que les parents, nous avons beaucoup à faire pour nous informer au moment où on va mettre au monde un bébé et aussi nous informer sur le fonctionnement le fonctionnement et les besoins de ce dernier. Alors, finalement, tout ça était, assez complexe pour moi. Avec le premier enfant, je vous l'ai dit, je fonctionnais d'une façon assez traditionnelle et la tradition et la culture me disaient que la normalité, c'était qu'un enfant dorme la nuit dans son lit, que, bah, s'il pleurait, c'était certainement que quelque chose n'allait pas. Bon, jusque-là, je pense que c'est encore le cas aujourd'hui des discours qu'on peut avoir sur les pleurs. Mais vraiment, j'avais pas d'idée en tête au sujet de l'attachement, qui est aujourd'hui beaucoup plus présent dans nos vies qu'à cette époque-là, hein, ça date de 30 ans en arrière. Pour moi, les références de cette époque, c'était plutôt qu'on devait apprendre à son bébé à dormir, à manger, à l'heure, à une heure précise, hein. Il fallait vraiment qu'il soit réglé. Et, et il fallait qu'il apprenne à dormir tout seul dans son lit. Et je me souviens être sortie de l'hôpital et la sage-femme ou l'auxiliaire de puériculture m'avait dit attention, 15 jours dans votre chambre, pas plus. Donc moi, j'ai écouté scrupuleusement ce qu'on m'a dit. J'ai laissé ma fille dans son berceau pendant 15 jours dans ma chambre et ensuite, je l'ai mise dans la sienne. Et c'est là que les ennuis ont commencé. Et finalement, quand je réfléchis, Hem, j'étais un peu dans l'incapacité de m'écouter parce qu'à partir du moment où j'ai eu un bébé et je ne sais pas si ça vous parle, mais tout le monde s'est précipité pour me donner des conseils, critiquer ce que je faisais, se demander pourquoi je faisais pas ça ou comme ça, pourquoi je lui donnais pas une tétine ou pourquoi je lui donnais une tétine, pourquoi je la lavais avec les mains plutôt qu'avec un gant, pourquoi je la laissais pleurer, pourquoi je la laissais pas pleurer. Enfin bref, j'étais dans une espèce de flot de commentaires de mes parents, de mes beaux-parents, des personnes dans la rue. Les gens dans la rue m'abordaient pour me dire, généralement ça commençait par oh là là, c'est si petit, je me rappelle pas que c'était si petit un bébé. Oh là là, c'est super. Et puis mon bébé commence à se réveiller, à pleurer. Oh, elle est coquine, hein. Enfin bon, avec un regard un peu désapprobateur. Et, et c'est vrai que j'ai grandi dans ce système-là où finalement le but de la parentalité, c'est de d'élever son bébé, de l'habituer, de lui donner des bonnes habitudes, sans penser que finalement, dès la naissance, il a des compétences, ce bébé, et il en a beaucoup. Et plus le temps passe et plus on découvre que les compétences du bébé sont importantes, et il a une vulnérabilité aussi qui est énorme. Et pour faire face à la nouveauté que le monde lui propose, il a besoin absolument de la présence de ses parents, de sa mère, qui peut être la personne de référence primaire, de son père ou de sa mère et de sa deuxième mère, ou de son père et de son deuxième père. Mais dans tout ça, il y a quelqu'un qui s'occupe
le plus fréquemment de lui et qui est la personne avec laquelle l'attachement va se faire de façon très forte. Et c'est cette personne-là que le bébé va appeler quand il se trouvera en difficulté pour restaurer son équilibre intérieur. Pour que l'équilibre intérieur d'un bébé soit à peu près correct, lui permette de faire face au monde, il va avoir besoin d'être contre ses parents, d'être soutenu par eux, d'être câliné, d'être porté, d'être très proche, parce qu'il a été pendant 9 mois dans l'utérus d'une mère, de sa mère ou d'une mère biologique si c'est un enfant adopté. Et il va avoir besoin qu'on continue à, comment dire, à créer autour de lui une espèce de cocon. Et finalement, moi, j'ai pas appris ça pour mon premier enfant, c'est clair. Et pourtant, ma motivation dépassait tout ce qu'on peut imaginer pour son bien-être. Mais je n'avais pas ces informations-là et je me laissais, bien qu'ayant quand même des ressentis par rapport à ses pleurs, à ses demandes, à ses, je me disais qu'il fallait pas que j'aille la chercher la nuit, que si je commençais à la prendre la nuit, je m'en sortirais pas. Alors je me levais, j'allais la voir, je lui disais que j'étais là. En même temps, j'aurais bien aimé la prendre. C'était très fort cette, je dirais cette pulsion. Et je pense que c'est très animal. C'est très mammifère, cette pulsion-là, de vouloir être proche d'un bébé qui vient de naître. Donc, j'ai l'impression que j'ai appris progressivement. Et pour mon deuxième enfant, j'étais quand même beaucoup mieux informée. Pour le deuxième et la troisième, c'était déjà très, très différent. Donc, ce que nous dit l'attachement, c'est qu'il y a une figure d'attachement principale, généralement la personne qui s'occupe le plus du bébé, une figure d'attachement secondaire, souvent le deuxième, le parent 2, qu'on pourrait appeler parent 2, comme en sociologie, ou le père, et la figure d'attachement tertiaire qui pourrait être éventuellement l'assistante maternelle qui va l'accueillir ou la personne qui s'occupe de lui dans la collectivité où il se rend. Donc j'ai compris à un moment donné que cette histoire d'accompagnement de bébé, ça consistait à mettre mon enfant en sécurité. Et surtout, la sécurité, finalement, quand on met un enfant en sécurité, on se rapproche de lui, on le met contre soi. Il n'y a pas grand-chose à faire d'autre avec un bébé, lui parler tranquillement, le réconforter, marcher, aller se promener avec lui dans un porte-bébé. Enfin, moi, je me souviens, ma première fille, j'avais une espèce de porte-bébé rayé bleu marine et blanc, là, un truc qui me faisait, enfin, que j'arrêtais pas de remonter, de redescendre. Enfin, je crois qu'on n'a pas réussi à s'entendre avec le porte-bébé. J'ai pas réussi à m'entendre. Ça a duré 1 mois. Et puis ensuite, avec la seconde, j'ai eu un autre porte-bébé qui se mettait dans le dos, mais qui était quand même assez lourd. Et avec la troisième, j'ai finalement trouvé une écharpe de portage en Allemagne, parce que ça se faisait pas du tout en France. Enfin, on n'avait pas d'écharpe de portage en France. Et là, ça a été le paradis pour moi. J'ai eu l'impression, après les 15 jours d'adaptation, parce qu'il a quand même fallu que mon bébé s'adapte à cette forme de portage, on était toutes les deux dans une espèce de cocon. J'allais partout, elle venait partout avec moi, à ma hauteur, le visage à ma hauteur, regardant, observant ce qui se passait autour d'elle. Et j'ai même pu porter 2 enfants de 16 mois d'écart, pas trop longtemps, hein, cela dit, une sur le ventre, une sur le dos, mais pas trop longtemps. Donc voilà, j'ai découvert ça, j'ai découvert que notre rôle de parents, c'est de mettre nos enfants en sécurité et de mettre nos bébés en sécurité. Parce que quand notre bébé est en sécurité, il y a énormément de choses qui sont possibles pour lui. Et quand il n'est pas en sécurité et qu'il a peur, il y a beaucoup de choses qui sont impossibles pour lui. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Bowlby, qui est quand même le promoteur de la théorie de l'attachement, et Mary Ainsworth, qui a travaillé avec lui et s'est lancée dans une expérience qui s'est appelée l'expérience de la situation étrange. Bon.
Je pense que c'est une mauvaise traduction. Mais voilà en quoi consiste cette expérience. Elle a été faite avec des bébés du monde entier et des parents du monde entier. Donc, on met un parent, enfin une mère avec son bébé dans une pièce et un bébé qui est déjà quand même de 6 mois, 9 mois, je pense, qui joue au pied de sa mère avec différents jouets. Et puis tout à coup, quelqu'un entre dans la pièce, quelqu'un qu'il ne connaît pas. Il va s'accrocher immédiatement à sa figure d'attachement principale. Pourquoi? Mais pour rétablir la sécurité. Parce qu'il a perdu de la sécurité, il va avoir besoin d'elle pour rétablir son niveau de sécurité. Deuxième temps de l'expérience, la mère s'en va. Cette fois-ci, elle est seule, toujours seule dans une pièce avec son bébé à ses pieds et elle quitte la pièce. Le bébé va la suivre en hurlant. Ça signifie que le bébé a perdu sa sécurité, il va avoir besoin de sa figure d'attachement principale pour restaurer son niveau de sécurité. Eh bien ça, voyez-vous, c'est un travail qui nécessite une énergie énorme, considérable, parce que finalement, quand on a été élevé dans un certain niveau je dirais, de séparation obligatoire, de régularisation obligatoire, eh ben, on va lutter contre soi en permanence parce qu'on sera tenté de laisser son enfant pleurer, parce que, voilà. Il va falloir un temps d'adaptation et c'est un travail considérable qui a un impact énorme sur la société et sur le comportement des individus parce que l'attachement, lorsqu'il peut se faire dans des bonnes conditions, on va aboutir à un attachement qu'on appelle sécurisant, où l'enfant s'attache à une personne qui est disponible physiquement et psychiquement. Elle est là, mais elle est prête aussi à répondre à ses besoins. Et quand c'est comme ça, tout va bien. Le bébé est à son niveau, est à un point d'équilibre optimal et il peut apprendre, explorer, parce que finalement, c'est son travail d'humain, quoi. C'est son travail de petit humain. Il va falloir qu'il aille partout, toucher son environnement, expérimenter, voilà. Et ça, il va pouvoir le faire quand il a un parent qui est là pour répondre à ses besoins. Que ce soit sa mère qu'il va appeler en priorité quand il se sent en insécurité, non pas parce qu'il l'aime plus, c'est simplement parce qu'elle passe plus de temps avec lui et qu'elle est plus capable de le remettre en sécurité immédiatement, mais ça peut être son père quand sa mère n'est pas là, ou ça peut être le deuxième parent quand le premier parent n'est pas là. Et ça peut être aussi, évidemment, l'assistante maternelle ou la personne qui travaille dans une crèche. Donc tout ça, c'est fondamental parce que, finalement, tous les sujets que notre enfant et nous-mêmes allons aborder sont des sujets d'apprentissage. Et pour apprendre, il va falloir explorer, expérimenter. Il va lui falloir explorer et expérimenter, et pour explorer, expérimenter, il va falloir se sentir en sécurité. Donc, à un moment donné, la nouveauté peut amener, alors on appelle ça la néophobie, hein. La néophobie, c'est la peur de la nouveauté. Quelquefois, quand un enfant découvre quelque chose de nouveau, il peut avoir peur et il va se rapprocher évidemment de sa mère ou de son père, de la figure d'attachement qui est présente et qui peut le remettre en sécurité. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a à faire? Simplement à le prendre dans nos bras, écouter ce qui se passe, écouter éventuellement ses pleurs, son inquiétude, et ensuite, il va repartir vers cette chose et aller de plus en plus loin s'il sait qu'il peut revenir vers sa figure d'attachement principale ou secondaire ou tertiaire. Donc, la croissance, le fait de grandir, c'est ça, c'est explorer, expérimenter, apprendre, devenir de plus en plus compétent dans la maîtrise de son environnement et la connaissance de son environnement. Et ça, c'est quelque chose aussi que, avec mon premier enfant, je ne connaissais pas. C'est-à-dire que pour moi, l'idée, c'était que je devais quand même surveiller que mon enfant se fasse pas mal et aussi qu'il ne fasse pas de bêtises. Et aujourd'hui, je comprends qu'un enfant, enfin, ça fait un moment que je sais qu'un enfant ne fait pas de bêtises. Un enfant fait des expériences. Après, évidemment, elles ne sont pas toujours de mon goût, ces expériences. Donc, je vais évidemment veiller à ce qu'il ne se fasse pas mal, mais je vais aussi essayer de faire en sorte de protéger mon matériel. Hein.
vous avez dû passer par là ou vous passez peut-être par là, un moment où notre enfant est tellement avide de découvertes qu'il veut toucher à tout, absolument à tout. Et en plus, il est plutôt un adepte de la pensée divergente, c'est-à-dire qu'il va absolument explorer tout ce qui est possible d'explorer. D'ailleurs, je vous donne un exemple. Alors, je ne sais pas si je peux le trouver, mon exemple. Je suis super bien organisée là. Voilà. Euh, donc, je vous montre un petit peu. Apprendre. Donc, un enfant, si on lui demande d'aller arroser une plante, c'est pas évident qu'il aille, comme nous, remplir l'arrosoir et aller arroser la plante. C'est probablement même pas ça qu'il va faire. Il va très probablement renverser l'arrosoir par terre, taper dans la flaque, s'intéresser à l'eau. L'eau, c'est fascinant pour un enfant. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Si vous mettez une bassine d'eau avec un bambin par terre au sol dans votre cuisine, vous êtes tranquille pendant un bon moment. Bon, après, vous allez avoir certainement de l'entretien à faire, mais sincèrement, c'est une bonne activité pour faire des expériences. Et puis peut-être mon enfant, quand il va voir la plante, il va tirer sur les feuilles, évidemment. Puis il va patouiller dans la terre, peut-être qu'il va vider le pot de terre. Enfin, et je ne vais pas le laisser faire parce que la plante, c'est quand même un être vivant. Même si elle ne crie pas, ce n'est pas une raison pour laisser faire ça. Et je vais retirer mon enfant de cette situation-là, non pas en lui faisant peur, mais en lui expliquant, de toute façon, c'est un être de langage, hein, un petit humain, et un être émotionnel. Donc, je vais mettre des mots sur la situation. En même temps, je ne vais pas m'attendre à ce qu'il comprenne et surtout à ce qu'il s'exécute, parce que même s'il comprend, il ne va pas s'exécuter. C'est extrêmement fort ce désir d'explorer chez nos enfants. C'est beaucoup plus fort que cette idée qui consiste à nous faire plaisir, à nous obéir. Un enfant, je pense, n'est pas vraiment fait pour obéir. Il est plutôt fait pour découvrir le monde, faire des expériences, en tirer des conclusions, être en lien avec des personnes qu'il aime et qu'il aime lui aussi, bien entendu, de façon inconditionnelle. Et un enfant qui se sent en sécurité du point de vue de l'amour qu'il reçoit, ben, il n'a pas forcément besoin à tout prix de nous faire plaisir en n'arrachant pas les feuilles de la plante. Surtout s'il est petit. Donc, tout petit, je dirais même, enfin, je dirais avant, qu'est-ce que je peux dire? Il y a des étapes dans la vie d'un enfant, mais il semble qu'à 7 ans, on comprenne les paroles, les intentions et qu'on tienne compte de ce qu'un adulte nous dit verbalement. Avant ça, c'est très compliqué parce que la passion qu'on a pour la découverte est constamment, je dirais, elle est tellement vive, elle est tellement affûtée, cette passion pour la découverte, que c'est très difficile de tenir compte de son parent qui va dire n'arrache pas les feuilles de la plante, c'est pas une bonne chose, je veux pas que tu fasses ça. Alors, ce qu'on peut faire quand un enfant fait ce genre de truc, c'est je ne suis pas d'accord pour que tu arraches les feuilles de la plante. Non, 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 je vais t'enlever de la situation et puis je vais te donner une activité alternative qui t'intéressera tout autant, si ce n'est plus. Donc, ça va satisfaire ton désir de découverte et de curiosité, et en même temps, je protège ma plante. Alors, je protège ma plante de différentes façons. Je peux aussi la mettre en hauteur, ma plante. Mais c'est dommage de la mettre en hauteur parce que mon enfant ne va pas apprendre à gérer ses relations avec la plante si je la mets en hauteur. Un jour, je vais la descendre, cette plante, et il va revenir à cette expérience. Je peux dire la même chose d'à peu près tous les objets qui intriguent énormément les enfants. Les ordinateurs, les boutons sur lesquels on appuie pour allumer et éteindre la lumière, les robinets qu'on tourne, les bouteilles de shampoing qu'on vide, enfin voilà. Si on n'est pas d'accord, on se manifeste, et quand un enfant a 18 mois, 2 ans, on l'enlève de la situation, on le retire de la situation, ce qui va finalement faire, il va avoir comment dire, il va certainement exprimer des émotions, exprimer qu'il est très mécontent, et il va faire une crise de rage, il va certainement pleurer, mais c'est OK, tout va bien. Les émotions, elles sont là pour lui permettre de restaurer son équilibre intérieur. Une fois qu'il aura évacué la manifestation d'insatisfaction sous forme d'une décharge émotionnelle, tout ça va s'arranger à l'intérieur de lui. Il sait qu'il peut compter sur moi, et
finalement, voilà comment j'ai posé une limite à mon enfant de 2 ans ou 18 mois ou mon enfant qui commence à se déplacer, je dirais. Voilà. Donc, deuxième chose que j'ai apprise, c'est que les enfants ont des émotions et ça a été quelque chose de très, un apprentissage très, très important parce que, finalement, quand j'étais enfant, moi, quand je pleurais et accessoirement, bon, soit ma mère me consolait, soit on me disait, «Pleure, tu pisseras moins». Bon, j'étais pas vraiment accueillie dans mes pleurs et j'ai certainement en plus eu une injonction à ne pas pleurer et à ne pas faire de bruit et à ne pas faire de crise de rage ou de crise de colère. Et parmi les milliers d'individus que j'ai accompagnés, je dois quand même dire que de nombreux sont ceux qui ont même subi de la violence à un moment où, par exemple, ils étaient en crise de rage. Ils étaient en crise de rage parce qu'ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils avaient décidé qu'ils feraient, heu, tout petits, certainement. Et pour empêcher cette crise de rage, les parents les ont parfois frappés, leur ont fait peur, les ont isolés, et cetera, et cetera. Donc ça, évidemment, nos parents, quand ils évidemment, mes parents étaient encore moins au courant, que moi de toutes ces informations-là et pourtant elles sont essentielles dans l'accompagnement d'un enfant et je trouve qu'écouter les émotions d'un enfant, écouter les manifestations d'insatisfaction qui sont là, c'est 80 de notre travail. Vous allez me dire que c'est un travail sacrément ingrat. Eh bien, qui va écouter notre enfant dans ses manifestations d'insatisfaction si ce n'est pas nous? Je crois que personne n'est là pour le faire. Peut-être que quand nos enfants seront adultes, ils feront des thérapies, mais en attendant, un enfant tout petit, quand il est triste, quand il est en colère, eh bien, c'est aux parents d'essayer de l'écouter. Et là, il se passe quelque chose qui est assez intéressant, c'est que souvent, les émotions de nos enfants et les situations de parentalité, les situations quotidiennes, les situations de repas, les situations où on a affaire à la continence, où il y a des questions les histoires de propreté, de peau, la situation où un enfant ne dort pas, où il dort trop, ou toutes ces situations-là qui sont directement connectées aux besoins physiologiques, nous ramènent à notre histoire d'enfant. Et j'ai découvert ça. J'ai découvert que j'avais une mémoire traumatique, figurez-vous. Et vous aussi, certainement, vous en avez une. Ce qui fait qu'à chaque fois que je rencontrais au présent une situation que j'avais vécue avec mes parents au passé, cette situation, toutes les sensations remontaient à la surface. La tristesse, le sentiment de vide, de dépression, d'angoisse, de crainte, et puis aussi la violence éducative remontait à la surface parce que je pouvais rejouer sur mon enfant ce que j'avais vécu en tant qu'enfant. En d'autres termes, et la plupart du temps, enfin, depuis que je fais de l'accompagnement à la parentalité, c'est ce que je constate, des parents qui veulent le meilleur pour leurs enfants et puis qui se trouvent face à une violence un peu pulsionnelle, qu'ils vont qualifier de pulsionnelle, alors que ce n'est qu'une violence qui se reproduit de génération en génération. Euh, un exemple simple, un parent qui a été forcé à manger quand il était enfant va forcer son enfant à manger alors qu'il a souffert de cette situation, mais c'est un peu comme s'il ne pouvait pas s'en empêcher. Il faut le faire et même peut-être qu'il va donner des claques à son enfant pour le faire manger parce que c'est ce qu'il a subi enfant. Ça, c'est un sacré piège parce que c'est ce qui rend la parentalité, l'accompagnement de nos enfants si difficile. C'est très compliqué d'accompagner des enfants. C'est pour ça que je me dis, c'est quand même terrible de dire qu'on ne fait rien, alors que chaque jour, on se débrouille, on essaie de faire en sorte que nos enfants se sentent bien, on essaye de prendre des informations pour ne pas passer à côté de quelque chose. On culpabilise à chaque instant en se demandant
est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien fait de faire ça? J'aurais dû choisir cette école. Cette enseignante n'est pas sympa avec lui, il est malheureux toute la journée, etc. On a ça en tête toute la journée et toute la journée, on travaille au bien-être de nos enfants. Alors, évidemment, tout ça se fait très progressivement parce que finalement, nous, les parents, nous sommes dans une situation d'apprentissage un peu que je qualifierais d'optimale. Parce que quand nos enfants viennent au monde, tout à coup, on devient parent. Là, d'une minute à l'autre, on est parent, mais on ne sait pas comment faire. Et il va falloir apprendre. Et on va apprendre et se confronter à nous-mêmes, se confronter à notre histoire d'enfant, comprendre que toutes les choses qui nous poussent à bout, qui nous énervent, ce sont des éléments qui poussaient à bout et qui énervaient nos parents. Donc, il va nous falloir peut-être, si on veut, si on le souhaite évidemment, détricoter toutes ces situations et comprendre que oui, j'y suis pour quelque chose. Et si je ne supporte pas que mon enfant fasse ceci ou cela, c'est peut-être parce que moi, j'ai subi des punitions, de la violence ou de l'isolement dans ce genre de situation aussi. Et c'est ce qui me donne envie de faire la même chose pour mon enfant. C'est un piège considérable et je crois que c'est important, c'est tout un chemin. C'est pour ça que la parentalité, c'est un processus. C'est un processus qui nécessite des informations, de l'accompagnement. Et parfois, l'accompagnement des pères est largement suffisant. Hein. Je pense que depuis 99, avec l'apparition des réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents, on a essayé, je pense, de mettre en place des groupes et des initiatives qui venaient seulement des parents. En tout cas, pendant quelques années, ça a été comme ça. Puis ensuite, on y a intégré des professionnels. Et moi, je pense qu'on a besoin d'un métier intermédiaire entre le pédiatre et le psychologue. Il faut un consultant en parentalité. C'est pour ça que je me suis appelée consultante en parentalité et que je forme des consultants en parentalité qui accompagnent les parents, qui les accompagnent avec délicatesse pour leur redonner confiance et leur redonner confiance dans ce qu'ils ressentent, en fait, dans leur sagesse profonde. Il y a ça en chacun d'entre nous. En chacun d'entre nous, il y a quelqu'un d'absolument merveilleux. Il suffit juste de retirer tous ces éléments de conditionnement qu'on a subis, conditionnement culturel sur l'éducation des enfants, tout ce qu'on a appris sur l'éducation des enfants, tout ce qu'on a subi aussi parce qu'on a été élevé par des parents qui avaient certains objectifs. Donc, quand on arrive à se poser ce genre de questions, je trouve que ça devient très, très intéressant. Ce que nous disent les neurosciences aujourd'hui, depuis quelques années, les neurosciences ont finalement démontré ce que nous savions depuis très, très longtemps, finalement, que le bien-être d'un enfant est important pour que ce dernier se développe. Quand il se sent en sécurité, il va grandir d'une façon adaptée. Quand les liens d'attachement sont respectés, les liens qu'il va tisser avec les autres autour de lui seront des liens, des bons liens, de bons liens sécurisants. L'attachement a des conséquences sur les relations que nous avons tout le long de notre vie. Donc, j'étais sur la violence éducative ordinaire et je reviens à l'attachement, mais je trouve que c'est quand même deux sujets qui sont assez liés en définitive. Parce que quand notre enfant, on peut le mettre en insécurité avec notre colère, ça va lui faire extrêmement peur. Parfois, on va le taper et ça va lui faire mal et peur. Parce que la personne en qui il a le plus confiance, c'est nous. Et tout à coup, on devient quelqu'un qui n'est d'incontrôlable, qui va lui faire mal. Et nous, de notre côté, on a l'impression que c'est ce que nous devons faire. Quelquefois, j'entends les parents me dire c'est parti tout seul. Effectivement, ça part tout seul parce que c'est un automatisme, parce que ça part d'une mémoire traumatique, cette mémoire traumatique qui serait stockée dans l'amygdale cérébrale, un peu de façon anarchique. On a toutes ces situations qui sont ces situations où on a souffert en tant qu'enfant sans vraiment comprendre ce qui se passait. Et on n'a du coup pas pu stocker la situation qu'on a vécue dans l'hippocampe, qui est le siège de la mémoire consciente.
quand une situation, une expérience est stockée dans l'hippocampe, on peut retourner la chercher, évidemment. C'est un petit peu comme si elle était rangée dans des petits tiroirs, bien classés, bien rangés. On sait que là, oui, dans cette situation-là, je sais que je peux me resservir de l'expérience que j'ai déjà vécue il y a quelques années. Je vais me servir de cette expérience-là. Mais quand la situation est stockée dans l'amygdale cérébrale, ce n'est pas du tout ça qui se passe. On ne peut pas se servir de l'expérience parce qu'on n'a pas d'expérience. On a été dans une situation traumatisante. Et aujourd'hui, on appelle traumatisme le fait pour un bébé d'attendre son biberon pendant un temps assez long. Il a faim, ça va lui faire une sorte de souffrance, il ne va pas comprendre pourquoi il est seul, c'est très compliqué. Donc, évidemment, c'est très culpabilisant d'entendre ça, donc je vous invite à ne pas trop culpabiliser, à vous dire que vous avez fait de votre mieux et aussi vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont réparables dans la vie des enfants et aussi dans la vie des adultes. Donc voilà, donc cette difficulté-là, je trouve elle est très importante à connaître, l'existence de cette mémoire traumatique en nous. Ce que je voulais vous dire aussi par rapport aux émotions, c'est que les émotions, il y a plusieurs façons d'y accéder. Nos enfants pleurent très volontiers quand ils se sentent dans une situation compliquée, ils sont frustrés ou ils sont tristes, ils sont tombés, ils se sont fait mal et il n'y a pas de contrôle des émotions chez nos enfants. Et ça, c'est plutôt une bonne chose parce qu'une fois qu'ils ont évacué leurs émotions, ils sont à nouveau prêts à entrer dans la vie en sautillant, etc. etc. Une émotion dont on sous-estime la valeur quelquefois, c'est le rire. Le rire permet aux enfants de relâcher les tensions. Et c'est quelque chose qui m'a énormément servi en tant que parent, le rire. Donc, faire rire mes enfants, jouer à cache-cache avec eux, jouer à l'adulte un peu maladroit, chahuter sur un grand lit et vraiment suivre le chemin tracé par le rire, essayer vraiment de faire et de refaire ce qui les faisait rire. Je trouve que ça a été une excellente chose. Et quand mes enfants étaient de mauvais poil, j'ai institué un jeu familial que ma deuxième fille a appelé karaté chaussettes, où il s'agit de se mettre tous sur un grand lit, on a tous des chaussettes aux pieds et chacun essaye d'enlever les chaussettes des autres tout en gardant les siennes. Et ça, c'est un jeu de chahut extraordinaire qui change l'ambiance dans la maison. Plutôt que d'entrer finalement après les journées de travail et d'école dans quelque chose d'assez routinier, où les enfants se retrouvent pas très à l'aise parce qu'ils n'ont pas leur content de présence parentale, de contact, etc. Eh bien, on peut faire un karaté chaussette ou faire une pizza avec le corps de son enfant ou faire tout jeu tactile. Les jeux tactiles, on a démontré qu'ils sont, entre autres, qu'ils entraînent la sécrétion dans le cerveau d'une protéine qui s'appelle Brain Derived Neurotrophic Factor, facteur neurotrophique dérivé du cerveau. Et cette protéine, elle prédispose le cerveau aux apprentissages cognitifs. Donc finalement, ce qu'on devrait faire, c'est quand les enfants rentrent de l'école, plutôt que de les mettre tout de suite au devoir, faire d'abord un jeu tactile, passer du bon temps ensemble, prendre le temps de se prendre dans les bras, prendre le temps de rire ensemble, d'être ensemble, de prendre du plaisir à vivre ensemble. Et après, on pourrait envisager d'accompagner notre enfant dans son travail scolaire. Déjà, ça ira beaucoup mieux. Je pense que dans cet ordre-là, les choses se passent très différemment. Plutôt que tu fais tes devoirs après, tu fais tes devoirs d'abord et après, vous savez, garder le meilleur pour la fin, quoi, hein. On a aussi ça dans notre enfance, garder le meilleur pour la fin, alors qu'on peut commencer par le meilleur. Le meilleur nous met dans un état de bien-être qui nous prédispose à faire 1000 choses très créatives et parfois, les devoirs en font partie. Voilà. Donc, voilà, j'ai envie de vous dire ça. Je pars un peu dans tous les sens. Je voudrais pas. Je regarde un petit peu mon minuteur et je voudrais quand même voir si. Genre, je ne vous ai pas dit tout ce que j'ai appris, hein, mais bon.
parce que j'ai appris 1000 choses. En tous les cas, une des choses que j'ai apprises et qui est, me semble-t-il, très, très importante, c'est que, on passe beaucoup de temps et d'énergie quand on accueille un enfant et qu'on ne s'est pas posé toutes ces questions. Parce qu'évidemment, quand on est enfant, adolescent, on a en soi cette, comment dire? On a évidemment en soi l'éducation qu'on a reçue. C'est une expérience qui est dans notre corps, qui fait partie de nous. Elle est en nous, cette expérience. Et du coup, on a appris, c'est comme ça qu'on a appris l'éducation des enfants. C'est en expérimentant, en étant soi-même l'objet de l'éducation, de cette éducation-là. Mais au départ, donc finalement, au démarrage, quand on a été élevé d'une façon assez traditionnelle comme je l'ai été, on accueille son enfant et on se dit qu'on va l'accompagner. On n'a pas en fait de projet. Quelquefois, on peut avoir le projet du bien-être de notre enfant, du meilleur pour lui, de plein de choses comme ça. Mais ce qu'on va faire surtout, c'est lutter contre lui. Lutter, lutter, lutter. Il a faim à 11 heures, on va lui dire attends midi. Il a envie de dormir à 18 heures, attends, tu vas pas dormir cette nuit. Il se promène en t-shirt dehors, il n'a pas froid, mais on va estimer qu'il a froid. Donc, on a comme ça euh, tout un tas d'idées préconçues sur ce que devrait être le bien-être de notre enfant et on projette sur lui beaucoup de choses, des besoins qui sont plutôt les nôtres, qui ont été les nôtres. Et c'est dommage parce que finalement, si on suivait simplement la demande de notre enfant, ça serait très facile et on n'aurait pas l'impression de guerroyer comme ça. Guerroyer nous fait perdre une énergie folle, vraiment. Entre ça et le fait qu'on se mette des standards je dirais, d'hygiène, d'entretien de la maison, c'est extrêmement... notre vie est bourrée de tas de choses qui sont peut-être inutiles en fait. Je dis ça, j'ai arrêté de repasser quand ma première fille avait 2 ans, hein, donc ça fait longtemps que je repasse plus. Mais je me suis rendu compte que plier mon linge, ça donnait à peu près le même résultat. Et puis que voilà, finalement, est-ce que j'avais besoin de passer tout ce temps à repasser alors que j'avais des enfants qui me parlaient, qui avaient besoin de moi, qui avaient besoin que je joue avec eux. Enfin, on va tous, je pense, laisser tomber certaines choses euh, dans l'entretien d'une maison, mais pour se consacrer à nos enfants. Du coup, je suis partie dans un truc et il n'y a personne dans le public qui va pouvoir me dire que j'en étais là ou là. Oui, c'est ça. J'en étais à la guerre qu'on mène contre nos enfants. Donc, quand on ne fait plus la guerre, quand on est dans un état de paix, tout va bien. C'est là qu'on se repose, finalement. C'est là qu'on se dit, c'est déjà suffisamment, ça nous prend suffisamment d'énergie comme ça d'accompagner un enfant, mais alors, lui faire la guerre, c'est quand même quelque chose d'énorme. Quelquefois, il y a quelque chose qui se passe en nous aussi. Je vous le dis parce que je pense que mes parents en ont été un peu des exemples. Euh, Comme ils n'avaient pas reçu quand ils étaient enfants ce que mes filles recevaient, eh bien, ils étaient indignés. Mais pourquoi tu fais comme ça? Mais elle n'a pas besoin des bras tout le temps. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu es chiante avec ta fille? Enfin bon, bref. Donc, moi, j'entends souvent quand même chez les personnes qui se manifestent euh, de façon un peu réactionnelle comme ça, pour dire mais tu le prends trop dans les bras, il veut les bras, il te manipule, etc. J'entends quelque chose de l'ordre de moi, j'ai pas eu ça quand j'étais bébé, je vois pas pourquoi ton enfant l'obtiendrait. Il y a une espèce de compétition là, de compétition de besoins. Donc ça aussi, je trouve que c'est un piège. Ça fait partie des commentaires un peu dépréciatifs qu'on peut avoir quand on commence à se dire et si je commençais à écouter les besoins de mon enfant plutôt que d'écouter la tradition, la culture, les habitudes. Si je commençais à me connecter à lui, et ça va être quelque chose d'extraordinaire parce que je vais finalement me faire la même réflexion
par rapport à moi-même. Et si je commençais à écouter mes besoins à moi, qui se préoccupe de mes besoins? En tant que parent, j'ai des besoins et je dois les combler. C'est important que je les comble pour pouvoir accompagner les petits êtres humains que j'ai portés et que j'ai mis au monde, etc. Donc, je trouve que ce sont des questions qui sont fondamentales parce qu'au final, figurez-vous que nous, les parents, on fabrique à la main et artisanalement la société de demain. Comment vous appelez ça? Mettre au monde des petits individus, des individus qui vont grandir, qui vont apprendre, qui vont travailler, qui vont créer des brevets, qui vont trouver des solutions aux problèmes environnementaux qui nous pèsent lourdement aujourd'hui. C'est nous qui allons faire tout ça. Et vous savez quoi? Quand on essaye de se poser la question de cette violence éducative ordinaire qui leur fait tellement peur et qui les empêche de se développer, je dirais, d'une façon optimale et d'apprendre d'une manière optimale, tout simplement, on le sait aujourd'hui encore plus qu'hier, eh bien, on fait un travail colossal parce qu'il y a une multitude d'études qui démontrent que cette violence éducative dans laquelle on a été élevé, cette crainte dans laquelle on a été élevé, eh ben, elle produit une société qui n'est pas extraordinaire, qui fonctionne pas très très bien. On voit que par exemple, il y a quelques années, la France était championne du monde de la consommation de psychotropes. Mais pourquoi prendre des médicaments? L'alcoolisme est un fléau, la délinquance, il y a aussi un impact. Enfin, la non-violence éducative, elle a un impact sur le taux de délinquance, le taux de maladie, le taux de dépression, le taux de suicide. Il y a tellement de choses que nous faisons pour le bien-être de notre société que nous devrions être rémunérés au moins comme un PDG d'une entreprise moyenne. Car nous sommes PDG de maison, nous sommes polyvalents, polyvaillants et polyvaillantes parce qu'on apprend, on est obligé d'apprendre 1000 choses. Ce matin, j'ai fait un calcul, j'ai regardé, je me suis dit, quand mon enfant était bébé, je ne connaissais pas l'hygiène naturelle de l'enfant et je le changeais 7 fois par jour. Donc, 7 fois 30, ça fait 210. Et j'ai changé mon enfant 3780 fois. Vous imaginez le nombre de couches changées. Mais c'est là-dessus que j'ai envie de finir, mais je voulais aussi vous lire une petite histoire, mais j'ai oublié de la prendre, mais je vais aller la chercher. J'ai lu des statistiques qui montrent le temps passé à s'occuper de la maison, l'entretien, et aussi de s'occuper des enfants, mais sur un plan matériel. Alors, on nous dit le bain, les repas, etc., etc. Enfin, tout ça, ça fait 148 heures par an. 148 heures par an, c'est pas énorme, hein. Ça fait même pas 1 heure par jour. Donc, les parents consacreraient 148 heures par an à leur enfant, mais aussi aux autres tâches connexes. Quand j'entends qu'on compte dans ces heures le bain, l'échange, etc., etc., vous avez vu là 3700 changes qui ont été faits en 18 mois, hein, si tant est qu'on continue à changer un bambin comme un bébé, ce qui n'est généralement pas le cas. Quand je change la couche d'un bébé, je ne fais pas que changer la couche de mon bébé. Je vais lui parler, je vais le câliner, je vais faire ça délicatement. Je vais lui transmettre, euh, l'amour que j'ai pour lui dans les gestes. Chaque geste que je fais pour mon enfant est un message. Et je trouve que c'est très important quand je lui donne le bain, quand je lui propose de venir manger avec moi, quand je lui propose de jouer. Chaque chose que je fais est un message et lui permet de grandir. Qu'est-ce que je mets dans mes mains? Qu'est-ce que je mets dans ce message? Qu'est-ce que j'ai envie d'envoyer comme message implicite à mon bébé, à mon bambin, à mon enfant, etc.
eh ben, j'ai envie de lui dire que je l'aime, qu'il peut compter sur moi, que je suis solidaire de lui, quoi qu'il se passe. Quand il fait une pseudo-bêtise ou qu'il commet une maladresse, je vais l'aider à la réparer, sa maladresse. Et même s'il est très petit et qu'il ne peut pas la réparer lui-même, je vais le faire en lui disant que je vais l'aider. J'ai besoin de montrer à mon enfant qu'il vit dans un monde solidaire, un univers solidaire. Pour moi, c'est très, très important, cette question de la solidarité. Je vous explique pourquoi. Actuellement, on fait face à une période qui est extrêmement bizarre, étrange. On ne sait pas trop où on va. Il y a des visions pessimistes qui parlent d'effondrement du monde, etc. Je ne sais pas. Moi, personnellement, je n'ai pas envie d'avoir une vision optimiste. Et ce qui me donne une vision optimiste du monde, ce sont les enfants. Je crois que quand on les accompagne dans la non-violence, avec tendresse, avec respect, avec compréhension, et dans l'idée que bah, je peux tomber, je peux commettre une maladresse, mes parents m'aideront à réparer. Eh bien, je trouve qu'on leur apprend à être solidaire. On leur apprend par notre exemple, en fait. Notre exemple est extrêmement fort, hein. Nos enfants font ce que nous faisons. Si nous sommes solidaires, ils vont être solidaires. Si nous sommes tendres, ils vont être tendres. Si nous les servons, ils vont servir. Et je crois que elle est assez essentielle, cette idée. Et moi, j'ai envie de vivre dans un monde où la solidarité est parmi les premières choses prioritaires. Et on va en avoir besoin de solidarité. Quand on va avoir des réfugiés climatiques et on commence déjà à avoir des réfugiés qui débarquent chez nous, je ne sais pas ce qui peut se passer demain, mais je sais une chose, c'est que les compétences psychosociales, on en aura beaucoup plus besoin que des diplômes universitaires. Il y a un moment où l'essence de nous-mêmes sera à la première place et c'est là qu'on aura besoin d'enfants qui sont capables de s'entraider, d'aider les autres, de les comprendre, de les écouter. Euh, voilà. Je me suis laissée un petit peu emporter là, mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que je vous propose une séance de questions-réponses, si vous voulez, ou partager si vous avez envie de témoigner. Si pendant cette conférence, cette intervention, il vous est venu quoi que ce soit que vous ayez envie de me transmettre, eh ben, exprimez-vous. Et la personne, Sabrina, qui a organisé, qui était mon interlocutrice pour cette intervention, me fera passer les questions et je vous ferai une deuxième intervention avec des réponses aux questions si toutefois il y en a. Et si vous avez des témoignages, je les lirai vraiment volontiers. Alors, je vais vous dire une chose que je voudrais vous communiquer, c'est que je forme des consultants en parentalité. Chaque année, j'ai une promotion à Paris et une promotion à Gap. C'est un métier auquel je crois beaucoup. L'accompagnement parental est quelque chose de très important pour l'avenir de notre monde en général. Chez vous, à Nice, il y a une personne qui s'appelle Mathilde Robot que j'ai formée et qui anime des formations que j'ai écrites pour les parents et pour les professionnels. Et vous trouverez sur le site parentalitécréative.com des ateliers en ligne que j'anime. Alors, il y a un atelier sur le journal créatif qui est un outil pour travailler un petit peu sur soi quand on a des enfants et qu'on n'a pas la possibilité d'aller voir un thérapeute, faire un peu d'introspection. Il y a Apprendre autrement qui vous proposera de travailler sur l'apprentissage optimal pour vous-même et pour vos enfants. Kintsugi, qui est un cours pour réparer la relation à un enfant après la découverte de la non-violence éducative. Et en ce moment, je travaille sur Mettons-nous d'accord pour accompagner nos enfants, qui est un cours destiné aux couples. Voilà. Pour finir, je voudrais vous lire une petite histoire et je vais être obligée d'aller la chercher car elle n'est pas sur ma table. Je vous demande 10 secondes.
Ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est essayez de vous faire confiance. Essayez d'avoir confiance dans ce ressenti qui vient des profondeurs parfois où on se dit mais pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui me pousse à agir d'une telle manière? Pourquoi, pourquoi je veux agir absolument comme ça? Pourquoi je m'accroche à cette règle? Et quelquefois, la réponse à cette question, elle nous met sur un chemin et vous n'êtes pas tout seul sur ce chemin. Si vous saviez, on est nombreux à être sur ce chemin. Parfois, je parle de bateau, je pense qu'il n'y a pas de parentalité positive, hein. C'est pour ça que j'ai créé le concept de parentalité créative. Il n'y a pas de parentalité positive parce qu'il n'y a pas de parentalité négative. On est tous embarqués sur le même bateau, éventuellement la même galère, mais ce qui est super, c'est qu'on peut se soutenir et qu'on va trouver des gens qui vont partager notre expérience et ce qu'ils ont appris en formation. Et ça, c'est juste génial. Pour nous, c'est du pain béni. C'est pour nous, les parents, c'est du pain béni. C'est éviter l'épuisement parental, c'est éviter la guerre contre son enfant et c'est finalement construire une relation qui va durer toute notre vie. Et la relation, elle va durer toute notre vie, mais la proximité avec notre bébé, avec notre bambin, avec notre enfant, avec notre adolescent, ça va durer un temps. Et ce temps, il est court, il est bref finalement, sur l'ensemble, sur la durée de notre vie. Moi, j'ai une mère qui a 90 ans. Je crois que j'ai quitté, enfin, ça fait 70 ans. Ça fait 70 ans que j'ai quitté la maison de mes parents. Et mon frère, c'est à peu près la même chose, hein, on est deux. Vous rendez compte, 70 ans? Et finalement, pendant les 20 premières années, elle a eu ce privilège de vivre avec ses enfants. Et puis, ils sont partis et ils ne sont pas revenus en arrière. Et j'ai envie de vous dire ça, vos enfants grandissent chaque jour. Et chaque jour, vous avez l'opportunité de leur apporter quelque chose de bon, quelque chose de magique. Euh, L'amour, l'acceptation, et puis, quelquefois, on va leur poser des limites parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'ils font. Et quand on a bien réfléchi à la question, c'est extrêmement important de le faire. Donc, je vous lis ma petite histoire parce que c'est une histoire que je lis à la fin de toutes mes conférences sur la parentalité. Je la trouve très, très chouette. Donc, ça s'appelle « Hier, je t'ai ». Hier, je t'ai désiré, espéré, attendu, découvert, nourri, consolé, dorloté, supporter, porter, écouter, encourager, laisser t'envoler. Voilà, je finis là-dessus. C'est ça la parentalité. C'est finalement, au bout du compte, laisser nos enfants s'envoler. Alors, je vous souhaite le meilleur pour vivre ce processus et j'espère qu'on se retrouvera sous d'autres cieux, mais en tous les cas, peut-être pour une deuxième intervention si vous le souhaitez. À bientôt et je vous souhaite une bonne fin d'année malgré les conditions complexes.